Souffrant, Antonin Tchekhov. Lizochka Koudrinsky, jeune petite dame ayant beaucoup d'adorateurs, tomba soudain si sérieusement malade que son mari envoya un télégramme à sa maman à Tver. Lizochka narrait ainsi l'histoire de sa maladie. J'étais allé à Lesnoye, chez ma tante. J'y restai une semaine, puis me rendis avec tout le monde chez ma cousine Varia. Le mari de Varia, vous le savez, est un ours, un despote. Je tuerais un mari pareil. Et cependant, le temps passa gaiement. D'abord, je pris part à un spectacle d'amateurs. On donna un scandale dans une famille noble. Kroustaliov joua étonnamment bien. À l'entracte, je bus une citronnade froide, horriblement froide, avec un petit rien de cognac. La citronnade au cognac ressemble beaucoup à du champagne. Après l'avoir bu, je ne ressentis rien. Le lendemain, je montai à cheval avec Adolphe Ivanitch. Il faisait un peu humide et le vent me saisit. C'est probablement alors que je pris froid. 3 jours après, je revins chez moi pour voir comment allait mon cher, mon bon Vassia, et prendre en même temps ma robe de soie à fleurettes. Je ne trouvais naturellement pas Vassia à la maison. J'allai à la cuisine dire à Praskovia de préparer le samovar, et je vis sur la table de jolis navets nouveaux et des carottes, pareils à de jolis petits joujoux. Je croquai une petite carotte et un petit navet. J'en mangeai très peu, et pourtant, figurez-vous, je ressentis tout à coup de la colique. Des tranchées, des tranchées, des tranchées. Ah, je meurs. Vassia, prévenu, rentre de son bureau. Il se prend naturellement aux cheveux et pâlit. On court chercher le médecin. Vous comprenez, je mourrais. Les tranchées commencèrent à midi. Le docteur arriva vers les 3 heures, et à 6 heures, Lizochka s'endormit et dormit d'un profond sommeil jusqu'à 2 heures du matin. 2 heures sonnent. La lueur d'une petite veilleuse filtre faiblement à travers l'abat-jour bleu. Lizochka est dans son lit. Son bonnet de dentelle blanche se détache crûment sur le fond sombre d'un coussin rouge. Les ombres découpées de l'abat-jour jouent sur sa figure pâle et ses grasses épaules appétissantes. À ses pieds est assis son mari, Vassili Stepanovitch. Le pauvre est heureux que sa femme soit enfin rentrée, mais il est en même temps fort effrayé de sa maladie. « Alors, murmure-t-il, s'apercevant qu'elle est réveillée, comment te trouves-tu, Lizochka ?»« Mieux, gémit Lizochka. Je n'ai plus de tranchée, mais je ne dors pas, je ne peux m'endormir. N'est-il pas temps, mon ange, de changer ta compresse ?» Lizochka, avec une expression de souffrance, se soulève lentement et penche gracieusement sa tête de côté. Vassili Stepanovitch, comme s'il accomplissait un rite, effleurant à peine des doigts la chair chaude, change à la compresse de Lizochka. Celle-ci frissonne, rit du chatouillement de l'eau froide et se recouche. « Tu ne dors pas, pauvre ami, gémit-elle. Puis-je dormir ? C'est nerveux, Vassia. Je suis une femme très nerveuse. Le docteur m'a soigné pour l'estomac, mais je sens qu'il n'a pas compris ce dont il s'agit. Je souffre des nerfs, et non de l'estomac. Je te jure que ce sont les nerfs. La seule chose que je craigne, c'est que ma maladie ne prenne une mauvaise tournure. Non, Lizochka, non. Dès demain, tu seras guérie. J'en doute. Ce n'est pas pour moi que j'ai peur. Ça m'est égal. Je serais même contente de mourir. Mais c'est toi que je plains. Si tout à coup tu étais veuf, te trouvais seul. Vassetchka jouit rarement de la société de sa femme. Il est depuis longtemps accoutumé à la solitude, et cependant ses mots l'inquiètent. Que dis-tu, mamie? À quel sujet ces idées noires? Bah, tu pleureras, tu auras du chagrin, puis tu t'habitueras, et même tu te remarieras. Vassia se prend la tête. Allons, allons, je ne dirai plus cela, fait Lizochka, le calmant. Cependant, prépare-toi à tout. Et si tout à coup, en effet, je mourais, songe Lizochka en fermant les yeux. Et Lizochka se dépeint le tableau de sa propre mort. Comment, auprès de son lit funèbre, se pressent sa mère, Vassia, sa cousine Varia, avec son mari, tous ses parents, les admirateurs de son talent. Elle se figure comment elle murmurera son dernier adieu. Tout le monde pleure. Puis, déjà morte, d'une intéressante pâleur, avec ses cheveux noirs, on l'habille d'une robe rose. Le rose lui va, et on la met dans un cercueil de grand prix, aux pieds dorés, remplis de fleurs. Il flotte une odeur d'encens. Les cierges crépitent, son mari ne quitte pas le cercueil, et les admirateurs de son talent ne détachent pas d'elle leurs yeux. Elle est comme vivante, elle est belle jusque dans le cercueil.
Toute la ville parle de cette vie si vite éteinte. On la porte à l'église. C'est Ivan Petrovitch, Adolphe Ivanitch, le mari de Varia, Nikolai Semyonitch et cet étudiant aux yeux noirs qui lui a fait connaître la citronnade au cognac qui porte son cercueil. Il est seulement dommage qu'il n'y ait pas de musique. Après les De Profundis, ce sont les adieux. L'église s'emplit de sanglots. On apporte le couvercle à gland de la bière. Et Lizotchka dit à jamais adieu à la lumière du jour. On entend enfoncer les clous. Lizotchka tressaille et ouvre les yeux. « Vassia, demande-t-elle, tu es ici? J'ai des idées noires. Mon Dieu, aurais-je le malheur de ne pas dormir? Vassia, de grâce, raconte-moi quelque chose. »« Que te raconter? Une histoire, d'amour, dit Lizotchka, alanguie, ou bien une anecdote juive. » Vassili Stepanovitch, prêt à tout, pourvu que sa femme cesse d'être triste et de parler de la mort, se fait, à la manière des Juifs, des papillotes en avant des oreilles, prend un air drôle et s'approche de Lizotchka. « N'auriez-vous pas une petite montre à rhabiller » demande-t-il. « J'en ai une » fait Lizotchka, riant, lui tendant sa montre en or. « Rhabille !» Vassia prend la montre, en examine longuement le mécanisme et dit en se tortillant. « On ne peut pas la rhabiller, il manque 2 dents à une roue. » C'est toute la représentation. Lizotchka rit et applaudit. « Très bien, s'écrie-t-elle. Étonnant. Sais-tu, Vassia, c'est très bête que tu ne prennes pas part à nos spectacles d'amateurs. Tu as un remarquable talent. Tu es bien meilleur que Sissounov. Dans C'est ma fête, nous avions un vague amateur, appelé Sissounov, talent comique de premier ordre. Un nez gros, figure-toi comme un chourave, des yeux verts et une démarche de héron. Nous avons tous éclaté de rire. Attends, je vais te montrer comme il marche. Lizotchka saute du lit et se met à marcher pieds nus sur le parquet, sans bonnet. « Mais respect !» prononce-t-elle d'une voix profonde, contrefaisant une voix d'homme. « Quoi de bon? Quoi de neuf sous la lune? Ah ah !» Elle rit et Vassia rit lui aussi. Et les deux époux, riant, ayant oublié la maladie de Lizotchka, se poursuivent dans leur chambre à coucher. La course finit quand Vassia, attrapant sa femme par sa chemise, la couvre d'ardents baisers. Après une étreinte particulièrement passionnée, Lizotchka se souvient tout à coup qu'elle est sérieusement malade. « Quelle bêtise !» dit-elle, prenant une mine grave et se fourrant sous la couverture. « Tu as sans doute oublié que je suis malade. C'est intelligent, va. Il n'y a pas à dire. »« Pardon, » dit le mari troublé. « Je serai plus malade et tu en seras la cause. Méchant, mauvais homme. » Lizotchka ferme les yeux et se tait. La langueur et l'expression de souffrance reparaissent. De légers gémissements retentissent de nouveau. Vassia change la compresse et, heureux que sa femme soit à la maison et non pas en fugue chez sa tante, reste avec docilité au pied du lit. Jusqu'au matin, il ne dort pas. À 10 heures, le docteur arrive. « Eh bien, demande-t-il en prenant le pouls, comment allons-nous? Avez-vous dormi? »« Mal, répondit le mari pour Lizotchka. Très mal. » Le docteur, s'éloignant vers la fenêtre, regarde un ramoneur qui passe. « Docteur, demande Lizotchka, puis-je boire du café aujourd'hui? »« Vous le pouvez. »« Et puis-je me lever aujourd'hui? »« Cela, oui, à la rigueur. Mais il vaut mieux rester couché encore un jour. »« Elle est mal disposée, murmure Vassia à l'oreille du docteur. Des idées noires, une humeur étrange. Je suis très inquiet. » Le docteur s'assied près du guéridon et, se prenant le front dans la main, ordonne à Lizotchka du bromure, puis prend congé, et promettant de revenir le soir, s'en va. Vassia ne va pas à son bureau, il reste au pied de sa femme. À midi, les admirateurs du talent de Lizotchka arrivent, inquiets, effrayés. Ils ont apporté beaucoup de fleurs, des livres français. Lizotchka, coiffée d'un bonnet blanc comme neige, vêtue d'une blouse légère, est couchée avec un regard énigmatique, comme si elle doutait de sa guérison. Les admirateurs de son talent voient son mari, mais lui pardonnent volontiers sa présence. Un même malheur les réunit auprès de cette couche. À 6 heures du soir, Lizotchka s'assoupit et dort à nouveau jusqu'à 2 heures du matin. Vassia, comme la veille, assis à ses pieds, lutte avec le sommeil, change les compresses, représente des scènes de la vie juive, et au matin, après une seconde nuit douloureuse, Lisa, tournant déjà devant sa glace, met son chapeau. « Où vas-tu donc, mon ami ?» demande Vassia, la regardant d'un air suppliant. « Comment ?» fait Lizotchka avec une mine effrayée. « Ne sais-tu pas qu'il y a aujourd'hui répétition chez Maria Lvovna ?»
Elle partie, Vassia n'ayant rien à faire et s'ennuyant, prend sa serviette et se rend à son bureau. À cause de ses nuits sans sommeil, il a mal de tête, si mal que son œil gauche ne lui obéit pas et se clôt de lui-même. « Que vous arrive-t-il, mon cher ?» lui demande son chef. « Qu'y a-t-il » Vassia fait un geste accablé et s'assied. « Ne me le demandez pas, Excellence, dit-il en soupirant. J'ai tant souffert ces 2 jours-ci, tant souffert. Lisa est malade. Mon Dieu, fait le chef effrayé. Lisaveta Pavlovna? Qu'a-t-elle? Vassili Stepanovitch, ouvrant les bras, lève les yeux au plafond comme pour dire « À la volonté de la Providence !»« Ah, mon ami, soupire le chef, les yeux au ciel, je suis de tout cœur avec vous. Mon cher, j'ai perdu ma femme. Je comprends. C'est une si grande perte. C'est affreux. Affreux. J'espère qu'à présent, Lisaveta Pavlovna va bien. Quel est le médecin qui la soigne? Von Sterk. Von Sterk? Vous feriez mieux d'appeler Magnus ou Semandritsky. Mais que vous êtes pâle. Vous êtes malade vous-même. C'est affreux. Oui, Excellence, je n'ai pas dormi. J'ai tant souffert, été si inquiet. Et il vient à son bureau. Pourquoi êtes-vous venu? Je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on peut se forcer ainsi, se rendre malade? Rentrez chez vous et restez-y jusqu'à ce que vous soyez guéri. Partez, je vous l'ordonne. Le zèle est une belle qualité chez un jeune fonctionnaire, mais il ne faut pas oublier ce que disent les Romains. Mens sana in corpore sano. Autrement dit, une tête saine dans un corps de bâtiment sain. Vassia, content, remet ses papiers dans sa serviette et, ayant pris congé de son chef, rentre chez lui pour dormir.